Je vais tenter de prendre les 10 prochaines minutes puis de ne pas me tromper avec cette bidule-là. Je ne suis pas tout à fait 4.0 moi-même. Pour vous parler d'une expérience employeur qui, tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant est extrêmement intéressant. Et vous allez penser que je fais du plagiat, mais je vais vous parler d'une entreprise qui est en train d'appliquer exactement certains des principes qui sont fondamentaux et qui ne sont pas du tout rocket science. C'est juste du gros bon sens. Alors, je vais vous parler, quand on m'a appelé, d'abord, je remercie la commission, le comité de m'avoir appelé. J'ai dit, je pense que vous faites une erreur de casting parce que moi, je ne suis pas dans l'industrie de la métallurgie, quoique je l'ai été très longtemps. Et nous ne sommes pas non plus 4.0. C'est quelque chose qu'on va éventuellement s'en aller vers. Mais ils m'ont dit non, non, c'est parce qu'on a entendu parler, on a vu des reportages, on a vu des émissions où vous avez mis en place une stratégie de gestion de ressources humaines qui, en principe, devrait vous aider à contrecarrer la rareté de la main-d'œuvre et amener cette façon de faire avec les nouvelles générations et les vieux aussi, parce que je m'inclus dans les vieux, bien sûr. Alors, c'est ce que je vais vous parler. La gestion participative. Ça, ce n'est pas une invention, vous allez comprendre. Alors, d'abord, Nemaska Lithium. Qu'est-ce que c'est Nemaska Lithium? Vous avez vu l'acétate précédente et celle-ci, on est privilégiés. Regarde où on travaille. C'est extraordinaire. On parlait de branding ce matin. Ça en est du branding. De vendre ce qui nous rend fiers chez nos employés, chez nos collaborateurs, chez nos sous-traitants, etc. Et Nemaska Lithium, c'est une entreprise qui va transformer du spodumène, d'une mine dans la baie James, dans un territoire CRI, et qui va amener le concentré jusqu'à Shawinigan, sur un site qui est un site de recyclage, parce que c'était l'ancien site de Résolu, les papiers Résolu, à Shawinigan, qui ont extrêmement souffert des pertes d'emploi et de la transformation de cette entreprise-là jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et nous, on a récupéré une partie des infrastructures pour faire notre usine de transformation. Alors ça, c'est un bel exemple de travail en partenariat avec la ville de Shawinigan. Et donc, dans les 2 prochaines années, Nemaska Lithium devra construire une mine, une usine de transformation électrochimique, les démarrer, les monter en production. Voilà le défi qui nous attend. Il faut faire ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, avec des procédés totalement innovateurs. On a 29 brevets de déposés. Alors, on doit mettre en place cette technologie-là et compter sur une main-d'œuvre qui va nous aider à mettre en place notre stratégie d'affaires et à la réussir. Alors, on s'est donné une vision très ambitieuse, mais qui est tout à fait réaliste. Alors, nous, on est là pour faciliter l'accessibilité aux énergies vertes grâce à nos produits et procédés au bénéfice de l'humanité. Parce qu'on produit de l'hydroxyde de lithium qui sert à la fabrication des batteries, qui sont les batteries utilisées dans les autos électriques. Alors, on est vraiment dans les énergies vertes au bénéfice de l'humanité, avec des valeurs ancrées qui nous rejoignent, mais qui ne sont pas si différentes de ce que vous avez dans toutes vos entreprises. C'est juste de la façon dont on les fait vivre dans chaque entreprise. On s'est dit, d'abord, Nemaska Lithium, c'est une entreprise, comme je vous disais, qui a des procédés nouveaux, qui a une complexité géographique quand même importante, qui est déjà en train de travailler sur la mise en valeur de coproduits qu'on appelle souvent des sous-produits ou des résidus. On est déjà en train de déposer des brevets pour d'autres technologies qu'on va mettre en place éventuellement. On a une branche innovation. Alors, on va se transformer. On est déjà en train de penser comment on va se transformer avant d'avoir réussi. On a une usine de démonstration à Shawinigan à l'échelle de 1/60e, où on a pu démontrer la valeur de notre procédé, sa capacité, les specs, etc., etc. Donc, on s'est dit, il faut absolument s'assurer d'avoir une main-d'œuvre qui va suivre la parade.
Une main-d'œuvre, puis je parle du président jusqu'en bas, tout le monde, qui va être capable de se transformer, qui va être capable d'aller dans cette innovation-là, de suivre les différentes technologies qu'on va mettre en place. Donc, on ne s'est pas attardé sur les qualifications, un chimiste, un ci, un ça. Ça, c'est sûr que ça en prend quelques-uns, puis 2, 3 ingénieurs, c'est toujours intéressant, même si les ressources humaines ne sont pas toujours d'accord, mais bon. Et alors, on s'est dit, quelles sont les qualités essentielles de nos gens pour être capable de vivre cette entreprise-là, pour être capable de l'amener à bon port et continuer à la faire progresser et rayonner à l'extérieur du Québec. Bien, on a dit, va falloir avoir des gens polyvalents, parce que comme tu as une rareté de main-d'œuvre, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de monde pour rien. Tu sais. Ça prend de l'autonomie. Il faut que les gens soient capables d'avancer puis de s'en aller à la bonne place. Ça prend de la transparence. Ça prend de la méthodologie, de la rigueur. C'est vraiment important. L'innovation, évidemment. Donc, on part en mode amélioration continue. On est déjà là-dedans. Une responsabilité partagée, parce qu'on ne pourrait pas arriver si la responsabilité repose sur 4 ou 5 personnes. C'est impossible. Ça ne marchera pas. Ça prend une ouverture d'esprit, parce qu'on va être beaucoup dans l'incertitude, dans le changement. Alors, les gens qui viennent travailler chez nous, là, s'ils ont besoin de tout avoir carré, bien organisé, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Il faut qu'il y ait cette ouverture d'esprit-là. Et il faut que ce soit flexible. Fait que là, on a dit on va embaucher juste des femmes. On est sûr que ça va marcher. Mais ça n'a pas passé au conseil. Ça fait qu'on a pris d'autres choses. Mais on va avoir des femmes, inquiétez-vous pas. On en a déjà. Et on s'est dit, maintenant, quelle est la façon, quelle est l'approche de gestion qu'on devra prendre pour... Puis là, il me reste 1 minute 32, puis j'en ai encore pour 5 minutes. Je vous le dis tout de suite. Bon, on va prendre le temps de se parler parce qu'on est là. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer cette entreprise-là? Comment on va se parler? Comment on va décider? Comment on va échanger? Comment on va donner de l'engagement à nos employés? Alors, on s'est tourné vers différentes formes de gestion. Puis, on a choisi la gestion participative. Ça fait 30 ans que ça existe, la gestion participative. Puis il y a beaucoup d'entreprises parmi vous qui le font, mais vous ne savez pas que ça s'appelle comme ça. Nous, il a fallu qu'on nomme ça pour dire à nos gens, on est dans la gestion participative, voilà qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment on va faire ça. Alors, je ne veux pas passer tout ça, mais il y a quand même une différence importante entre la forme de gestion traditionnelle, avec une hiérarchie traditionnelle, et la gestion participative. Et je vais prendre juste 3 éléments qui sont vraiment importants parce qu'on en a parlé aujourd'hui, beaucoup. C'est un contrôle partagé avec ceux qui influencent sur les résultats. Alors, tous les employés influencent les résultats d'une organisation. Ça, c'est sûr et certain. Et ceux qui sont au plancher, qui 12 heures à la fois ou 8 heures à la fois font le travail, ils ont une capacité d'influencer phénoménalement le résultat. C'est une prise de décision partagée. Donc, on partage le pouvoir. Oh, là, ça devient plus corsé. Et il faut avoir une diffusion d'informations extrêmement large. Tu ne peux pas demander à des gens de prendre des décisions au jour le jour, puis d'influencer positivement les résultats de l'entreprise s'ils n'ont pas les informations adéquates pour prendre des décisions. Alors, ce n'est pas nécessairement juste un town hall à tous les 3 mois qu'il faut faire. C'est beaucoup plus que ça. Et le rôle des dirigeants, dans un contexte comme celui-là, ça devient des visionnaires. Ils doivent tout le temps penser 2 coups en avant. Ils doivent être des agents de changement au lieu d'être des agents de maintien. Quand tu te maintiens, tu t'en viens mourir parce que tu n'avances plus. Ça, c'est sûr et certain. Et ce sont des observateurs parce qu'ils doivent observer comment l'entreprise peut se développer, comment le monde évolue, comment les marchés évoluent, mais comment leurs employés évoluent aussi. Et comment on devrait s'adapter avant d'arriver au problème. Donc,
On a regardé aussi les caractéristiques de la gestion participative, la transversalité, l'autonomie, la transparence, l'innovation, machin truc. Puis on s'est dit, ben mon Dieu, on est pas mal dans la même zone que les qualités que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, c'est ce qu'on a choisi. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Maintenant, il faut faire vivre ça. On le fait vivre. À Shawinigan, on a une usine de démonstration où on a 25 opérateurs. Ça s'appelle des TOP, parce que c'est des techniciens d'opération polyvalents. Sur la même équipe, tu as juste un poste chez nous, ça s'appelle un TOP. Un TOP, ça peut être un mécanicien industriel, un technicien en instrumentation, un opérateur de procédés chimiques. Ces membres de cette équipe-là sont complètement polyvalents. Ils ne s'appellent pas des mécaniciens, ils ne s'appellent pas des opérateurs. Le mécanicien a appris à opérer la salle de contrôle pour remplacer son chum qui a besoin d'aller aux toilettes. L'opérateur de salle de contrôle, il fait du vidage de pompe, de changement de pompe, de base. Ils sont en train de tout apprendre à faire les choses. Il y a une limite, on ne fera jamais un instrumentiste d'un opérateur, ce n'est pas ça le but. Mais donc, ils sont une équipe. L'autre affaire, c'est qu'ils n'ont pas de supervision de premier niveau. Aucune. En plein démarrage. Ça, là, quand le directeur des opérations commençait à me parler de ça, j'ai dit, moi, c'est la première fois qu'un opérateur, un directeur d'opération me tire par le haut parce que je suis assez innovatrice. J'étais super heureuse. J'ai dit, OK, mon chum, on va y aller. On va travailler là-dessus. Donc, on a mis en place les conditions qui font que nos employés sont obligés de prendre des décisions. Ils sont obligés de s'investir. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas juste les tops qui doivent faire ça, c'est toute la périphérie alentour. Ce sont les ingénieurs, ce sont les planificateurs, ce sont les acheteurs. Chacun de nos tops a un budget pour faire de l'achat de pièces ou d'autres choses. Ils ont des mécanismes bien définis qu'ils ont définis ensemble avec les achats pour être capables d'acheter ce qu'ils ont besoin. Ça marche numéro 1. On a mis en place un modèle RH un peu plus novateur, puis c'est dans mon avant-dernière slide, là. Vous ne pouvez pas penser de faire de la transformation de vos entreprises sans que votre structure RH, votre département RH soit aussi transformé. Ça, c'est la première des choses. Vous avez vu, on ne parle pas de recrutement, on ne parle pas de rémunération, on ne parle pas de développement. On parle de main-d'œuvre agile. On a besoin d'une main-d'œuvre agile. Alors, c'est tous des systèmes. Si tu veux une main-d'œuvre agile, il faut que tu dises comment je vais recruter, qui je vais aller recruter, comment je vais les attirer. Ensuite, comment je vais les payer, comment je vais reconnaître leur travail parce qu'ils travaillent en équipe, ils ne travaillent pas individuellement. Comment l'équipe est reconnue, puis la participation des employés, etc., etc. On a parlé ce matin, j'ai entendu le leadership d'écosystème. Bien, nous, on est en train de bâtir un programme de développement du leadership d'écosystème parce que nos gens, ils gèrent des écosystèmes. Ils ne gèrent pas juste des équipes de travail. Ils gèrent en compagnie des achats, ils gèrent des sous-traitants, ils gèrent des fournisseurs, etc., etc. Alors, c'est ce qu'on est en train de bâtir à différents niveaux. Et on parlait on n'appelle pas, moi, je ne veux pas appeler ça de la formation. Et là, j'ai réussi pas mal à convaincre ma gang, là. J'appelle ça de l'apprentissage. Parce que les gens y arrivent quand même assez formés. Mais on apprend à travailler dans la transformation. On apprend à travailler avec différentes méthodes. Et même, on va faire du transfert de connaissances inversé. Pourquoi? Parce que dans la pénurie de main-d'œuvre, nous, on s'est dit, il va falloir aller chercher des jeunes, parce que des vieux, il n'y en a plus beaucoup. On va aller chercher des jeunes, mais ça nous prend quelques vieux parce qu'en plus, on démarre une entreprise. Ça prend des plus vieux, on les appelle des opérateurs mentors, des ingénieurs mentors, ou différents titres. Là, on n'est pas badré là-dessus. Mais ces gens-là sont là pour aider à ce que les jeunes ne paniquent pas, à ce qu'ils font les choses de la meilleure façon, le mieux possible. Alors, transférer, qu'est-ce que c'est que partir, de faire du démarrage ou de faire différentes choses. Par contre, les jeunes qu'on va chercher, eux, le numérique, là, c'est pas trop un problème pour eux autres.
Fait qu'ils font un transfert inverse. Ils accompagnent nos plus vieux dans la transformation vers le numérique, vers les technologies, et ça marche. C'est vraiment intéressant. Ils ont des missions, ils prennent ça au sérieux, et c'est vraiment intéressant. Gestion participative, 3 mots: informer, consulter, mobiliser. Ça ne se met pas en place. T'sais, il y a juste la Sainte Vierge, il paraît qu'elle tombe enceinte tout seul. Hein? Ça fait que c'est vraiment important de s'impliquer comme entreprise si tu veux avoir de la main-d'œuvre. Alors nous, on regarde les bassins de main-d'œuvre qui sont à notre portée, comme par exemple les Autochtones. On est en territoire CRI. On est sur leur terre. On est à 30 km d'une communauté CRI. Ces gens-là peuvent retourner chez eux tous les jours après le travail. Nous allons être la seule entreprise au Québec qui a ce privilège-là en territoire CRI. Par contre, si on se fie au barème du ministère de l'Éducation et tout ça, bien, on va avoir très, très peu de monde parce qu'ils ne pourront jamais accéder au marché du travail, parce qu'ils ne pourront jamais accéder à de la formation en entreprise, pour les entreprises. Alors, nous, on est en train de bâtir un programme avec la commission scolaire CRI, avec la commission scolaire de l'abbé James, qui sont extraordinaires, où on va, sur une période de 24 à 36 mois, prendre des gens qui ont une 4e année forte, mais beaucoup, beaucoup de talent, parce qu'on va le mesurer, on va l'évaluer, puis on va les mettre à niveau pendant 1 an. Après, on va les entrer en entreprise sur des jobs d'aide, ils vont être en jumelage. Après 6 mois, 9 mois, ils vont pouvoir voir où est-ce que dans l'entreprise, ils pourraient vraiment travailler. Sur la conduite d'engins, au laboratoire, au traitement de minerais. Et là, on va les bâtir sur 12 à 18 mois avec un programme en entreprise pour les diplômés en entreprise. Et on va leur donner accès à aller chercher ce diplôme en entreprise et un secondaire 5. Parce que si on veut être responsable et faire du développement durable, il faut absolument que les gens avec qui on travaille, cette communauté-là, où on est sur leur terre, il faut qu'ils gardent quelque chose. Puis la journée où on va partir, ils ne seront pas gros gens comme devant. Alors voilà comment on va travailler. Et on a une main-d'œuvre extraordinaire, un bassin. Ils ont 5-6 enfants par famille. T'as-tu pensé, toi, le bassin de main-d'œuvre qu'on a au Québec? C'est extraordinaire. Il faut travailler avec ça. Mais si on les amène dans une réalité de blanc, avec d'usines de blanc, je dis blanc, là, mais ça peut être n'importe quoi, ça ne marchera pas. Il faut arriver à travailler dans cette diversité-là de façon organisée, de façon structurée, selon des choses bien définies. Et c'est le défi qu'on s'est donné, c'est le défi qu'on met en marche. Finalement, je voulais juste vous dire... Oh, j'ai fini. Regarde, l'usine 4.0, là, on dit les catalyseurs de changement parce que vous êtes vis-à-vis de ça. C'est mettre les gens dans le... Il y a monsieur Martin, je ne sais plus trop, Marin, qui disait les gens au cœur des processus. Bien, c'est ça. Tu as des conditions de succès qui sont importantes. Il faut absolument les considérer. Et je vous en supplie, amenez vos services de ressources humaines à se transformer et vous allez pouvoir transformer votre organisation avec eux. Merci.